Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est une bonne nouvelle pour les candidats aux prochaines législatives qui n'étaient pas encore prêts. La Commission électorale indépendante, la CEI, vient d'accepter de proroger la période de réception des dossiers de candidature jusqu'au 22 janvier, vendredi 22 janvier 2021 à 18h. On en parle en tout début de journal. Dans ce journal également, on parlera de l'annexe fiscale, un dispositif légal qui régit la vie des entreprises, voire l'économie d'un pays. Mais bien qu'ayant un impact certain sur leur quotidien, l'annexe fiscale est méconnue ou mal connue par les consommateurs. Nous parlerons des nouvelles mesures de l'annexe fiscale 2021. Joe Biden et Kamala Harris seront investis ce mercredi à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Une cérémonie d'investiture qui se déroulera dans des conditions exceptionnelles du fait de la pandémie et des craintes de manifestations de violence de la part des plus virulents partisans du président sortant. Nous sommes mercredi 20 janvier 2021 et ce matin s'est tenu au palais de la présidence de la République un conseil des ministres. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous devrez le voir maintenant en images. Nos reporters y étaient ce matin donc. Ils étaient sur place pour assister à cette réunion. Leur compte rendu ce soir dans le 20h qui vous sera présenté par Fatou Fofana Camara. Les images donc pour ce soir à 20h. La CEI, la Commission électorale indépendante, porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats à la candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 qu'à la demande des partis et groupements politiques, la période de réception des dossiers de candidature est prorogée exceptionnellement jusqu'au vendredi 22 janvier 2021 à 18h. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous et de toutes pour le bon déroulement de cette opération. Ce 20 janvier 2021, Joe Biden devient président des États-Unis, le 46e président de la première puissance économique mondiale. Une journée mémorable, une cérémonie d'investiture toute particulière qui se fera selon un protocole très strict du fait de la crise de COVID-19. Alexis Ouedraogo nous en parle. Joe Biden deviendra officiellement ce mercredi le 46e président des États-Unis. Avec la menace de la COVID-19, cette journée historique est soumise à un protocole strict. Le nouveau président doit prêter serment et être officiellement installé aux alentours de midi. Il sera un peu plus de 17h à Abidjan. Mardi soir, Joe Biden et son épouse ont passé la nuit à Blair House, la résidence officielle des invités étrangers du président américain, située en face de la Maison-Blanche. Ce matin, il assistera à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu, l'apôtre, saint patron des fonctionnaires, une partie importante du respect de la tradition pour ce nouveau président, fervent catholique. Joe Biden se rendra ensuite en convoi vers le Capitole pour la cérémonie d'investiture. Il prêtera serment après sa vice-présidente Kamala Harris avant de faire son discours inaugural, dans lequel il devra affirmer sa vision pour battre la pandémie, mieux reconstruire, unifier et guérir la nation. L'hymne national sera chanté par la vedette de la pop Lady Gaga. Jennifer Lopez effectuera également une prestation musicale. En début d'après-midi, Joe Biden se rendra au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, en compagnie des anciens présidents Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Son convoi au retour devra stopper à quelques dizaines de mètres de la Maison-Blanche pour le laisser entrer à pied entouré d'une escorte militaire. C'est là qu'il devra signer dans l'après-midi ses tout premiers décrets présidentiels. Cette investiture qui se fera aujourd'hui même, 17h, temps universel, midi à Washington, bénéficie du soutien de nombreuses nations. Les soutiens viennent des 4 coins du monde. Avec Joe Biden à la tête des États-Unis, l'Europe, par exemple, salue l'arrivée d'un ami de l'Europe. On reste avec Alexis Ouedraogo. Quelques heures avant l'investiture de Joe Biden, l'Europe salue la présence d'un nouvel ami à la Maison-Blanche et invite le président américain à une réunion avec les dirigeants de l'Union européenne.
Cette cérémonie mémorable sur les marches du Capitole aux États-Unis sera une preuve de la résilience de la démocratie américaine et surtout une éclatante démonstration qu'enfin, après 4 longues années, l'Europe a un ami à la Maison-Blanche. Des propos appuyés par le président du Conseil européen qui entrevoit l'organisation de la réunion européenne en même temps que le sommet de l'OTAN. Au premier jour de son mandat, j'adresse une proposition solennelle au nouveau président des États-Unis. Construisons ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour une Amérique plus forte et pour un monde meilleur. Les dates de la rencontre européenne restent encore à fixer en raison de la Covid-19. Donald Trump s'en va donc. Il quitte la Maison-Blanche ce 20 janvier. Après 4 années de présidence, le président américain n'aura pas un second mandat. Dans ce document à suivre, nous revenons sur quelques polémiques qui ont émaillé ces 4 années de Donald Trump, mais sur ses succès aussi. 20 janvier 2021, cette date qui marque la fin de l'ère Trump. 20 janvier 2017. Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. L'homme d'affaires, candidat du Parti républicain, animateur télé et novice en politique, déjoue la plupart des pronostics et remporte l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 face à Hillary Clinton, pourtant donnée favorite par les sondages. Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre, contre toute attente. Un mandat contre toute attente également émaillé de polémiques. Il qualifie par exemple Haïti, le Salvador et plusieurs nations africaines de pays de merde. Il tente de démentir, mais la déclaration déclenche une indignation mondiale. Champion des tweets ravageurs, il compare son bouton nucléaire à celui du dirigeant nord-coréen. Propos qui inquiètent à Washington et dans les capitales étrangères. Le sujet du réchauffement climatique n'a pas été épargné. Pendant qu'une vague de froid record touche États-Unis et Canada, selon Trump, cela signifie que le réchauffement climatique n'existe pas. Il vient en ce moment-là d'effarer la communauté scientifique par l'un des tweets dont il a le secret. Les États-Unis restent en émoi face à ces déclarations, face à ces actions. Le pays s'interroge sur la santé mentale de son président. En janvier 2018, il passe sa première visite médicale et la Maison-Blanche annonce qu'il est en excellente santé, mais la question revient régulièrement au gré des extravagances de Trump. Est-il fou? Sorti du livre Fire and Fury. Le commandant en chef y est décrit comme un enfant avec des troubles de l'attention. Le principal intéressé, qui est agacé, finit par réagir. Il se qualifie de génie très équilibré. America First. L'Amérique d'abord. Son slogan. Le président s'applique à le respecter à la lettre. Il claque la porte à plusieurs traités multilatéraux, quitte à faire cavalier seul. Les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien et Trump annonce vouloir rétablir une large palette de sanctions à l'encontre de l'Iran. Ce n'est que le début. 12 octobre 2017, le pays de Trump sort de l'UNESCO. Israël lui emboîte le pas dans la foulée au motif que l'institution ferait preuve d'un parti pris anti-israélien. Quelques mois auparavant, en juin 2017, dans le jardin aux roses de la Maison-Blanche, le président américain provoque une onde de choc mondiale, annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat conclu par 195 pays en 2015. Texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Trump dénonce un accord très injuste pour son pays et définit le réchauffement climatique comme une invention des Chinois. Les États-Unis mettent fin à leur participation au traité de libre-échange transpacifique. Trump le qualifiait d'accord terrible. Toujours au nom de la défense nationale, Trump lance de nouvelles négociations sur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Parmi les promesses de campagne pas encore intégralement réalisées figure la construction d'un mur de 1600 km à la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration illégale et dont il enverrait la facture au Mexique pour le paiement. Trump affirme aussi vouloir revenir sur le droit du sol ou encore le droit à la torture pour, selon lui, lutter contre le terrorisme. Il instaure le décret anti-immigration interdisant aux citoyens de certains pays à majorité musulmane de séjour aux États-Unis. Trump ne veut plus d'accord protégeant les Dreamers. Il n'y aura pas de légalisation pour ces jeunes immigrés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Même l'Obamacare,
Trump n'en veut plus. Quelques succès diplomatiques tout de même de Donald Trump pour faire oublier les revers. Il avait promis mettre fin aux guerres sans fin des États-Unis au Moyen-Orient. Pour lui, la guerre d'Irak avait été la pire erreur de politique étrangère de l'histoire américaine. Une chose est sûre, Donald Trump a le moins eu recours à la force militaire depuis la fin de la guerre froide, ce qui peut être considéré comme un succès par ceux qui critiquent l'interventionnisme américain. Sous Trump, la Maison-Blanche favorise un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Autre fait marquant, Donald Trump et Kim Jong-un signent à Singapour un accord qualifié d'assez exhaustif par le président américain. La déclaration comprend des garanties mutuelles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Premier trimestre de l'année 2020, au moment où le nouveau coronavirus se répand à travers le monde, Donald Trump minimise la maladie. Il lie ensuite le virus à un laboratoire chinois et menace de taxer Pékin. Son arrogance face au petit monstre Covid va coûter cher à son pays. Les États-Unis deviennent le pays le plus durement touché par la pandémie du coronavirus. Le pays le plus endeuillé au monde avec aujourd'hui 400 000 morts. Dans ce tableau si noir, des vaccins sont trouvés contre la maladie. Un espoir pour le monde. Là encore, la politique de vaccination des Américains, adoptée par Donald Trump, est critiquée. On entre en campagne électorale. Les démocrates finissent par choisir l'ancien vice-président de Barack Obama pour affronter le locataire controversé de la Maison-Blanche. Élection présidentielle dans un contexte de crise sanitaire, Trump rassemble les foules, Joe Biden adopte la distanciation physique. Les résultats tombent au compte-gouttes à cause des votes par correspondance qui étaient très nombreux. Biden est élu. Trump s'illustre encore, il conteste. À 2 semaines de la prise de fonction du démocrate, le président américain Donald Trump affirme qu'il ne concéderait jamais la victoire à Joe Biden. 6 janvier 2020, Donald Trump prononce un discours qui incite ses sympathisants à investir de force le Capitole. C'est l'assaut du Capitole. C'est impensable. Les partisans pro-Trump assiègent le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Quand l'Amérique fait pire que l'Afrique, on déplore des morts. On assiste à la suspension des comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux, lui qui ne jure que par ce moyen de communication. Une procédure de destitution est engagée, mais Donald Trump ne tombera pas. Il restera à son poste jusqu'à ce 20 janvier 2021 où Joe Biden devient officiellement le 46e président de la première puissance mondiale. Joseph Robinette Biden Jr., l'homme que Donald Trump n'a pas cessé de moquer tout au long de la campagne présidentielle, le traitant de faible. Il l'avait surnommé Joe l'endormi, mais c'est à croire que c'est lui qui rêvait éveillé. Fin de parcours donc ce mercredi pour celui qui aura donné un autre sens à la fonction de président, celui qui ne jurait que par les tweets, éternel abonné aux polémiques, celui qui rêvait de redonner à l'Amérique sa grandeur. Et Donald Trump quitte la Maison-Blanche, Joe Biden s'installe, le nouveau président prend le relais dans la lutte contre le coronavirus, cette maladie qui fait des ravages aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. Ici en Côte d'Ivoire, les chiffres continuent malheureusement de grimper. Ces dernières 24 heures, le pays a enregistré 79 nouveaux cas positifs, ce qui porte à 25 383 le nombre total de malades depuis le 11 mars 2020. 142 personnes sont mortes depuis et 1598 patients se battent à l'heure qu'il est contre la maladie. Les autorités de santé insistent, il ne faut pas s'affranchir des gestes barrières. Ces gestes-là peuvent nous sauver la vie. Allons-y maintenant à la découverte de l'annexe fiscale. Découverte ou redécouverte, c'est selon. Qu'est-ce que c'est exactement l'annexe fiscale? Ce dispositif légal qui régit la vie des entreprises, voire l'économie d'un pays. Le document est méconnu du grand public. Cette année, il institue pour 2021 de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouvelles mesures sociales. Quelles sont ces mesures? Comment sont-elles adoptées? Élément de réponse dans ce grand reportage signé Jean-Louis Bango. Depuis le 8 janvier, l'annexe fiscale pour la gestion 2021 est rentrée en vigueur. Mais au fait, c'est quoi une annexe fiscale? Nous avons posé la question à l'Ivoirien lambda avec des réponses qui en disent long sur la méconnaissance de ce document
pourtant si important dans la vie économique. Annexe fiscale, j'entends parler, mais je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Pour moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque l'on fait face à l'augmentation de certains produits sur le marché. Selon moi, l'annexe fiscale, c'est lorsque certains produits subissent une augmentation. L'annexe fiscale est un document dans lequel sont consignés les projets de réforme fiscale pour une nouvelle année. Ce document retrace les modifications des articles existants. Il résume aussi les nouvelles taxes et nouveaux impôts par le nouvel exercice. Mais comment le gouvernement fait-il le choix des secteurs et produits à imposer? Nous avons besoin, par exemple, de déployer nos troupes aux frontières, d'assurer l'équipement, d'assurer la mobilité, ainsi de suite. Ça demande quelques ressources. Donc l'État va regarder là où c'est possible de prélever un peu de ressources pour faire en sorte qu'on puisse continuer à assurer la sécurité des Ivoiriens et permettre au secteur privé lui-même de travailler dans les meilleures conditions et de garantir ses différentes marges bénéficiaires. Donc l'État aussi va faire en sorte que les mesures qu'il va prendre ne touchent pas le plus grand monde, en tout cas ne soient pas trop oppressantes pour la population. On note ainsi cette année une autre augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de plusieurs produits comme le tabac. L'article 14 de l'annexe fiscale pour la gestion 2020 a procédé à un relèvement du taux des droits d'accise sur le tabac qui est passé de 37 à 38%. Les boissons alcoolisées titrant à 35 degrés d'alcool connaissent elles aussi une taxation à 45%. L'annexe fiscale 2021 impose également une taxation de 10% sur les produits de beauté et cosmétiques comme les shampoings ou les produits de maquillage ainsi que sur les mèches et les produits d'extension des chevelures. Le taux de taxation est porté à 50% pour les produits de beauté contenant de l'hydroquinone. Pour les professionnels du secteur et les consommateurs, il ne fait aucun doute. Il y aura augmentation de prix. Les femmes n'ont pas l'argent, ils se plaignent pour venir payer. Maintenant, ils vont augmenter encore là. Ah, on est foutu, hein? Nous, on ne peut pas augmenter comme ils augmentent là. Parce que si nous, on veut augmenter trop là, nous, on peut faire couper dans notre bénéfice. S'il y a un produit qui est avant, là, on gagne 300, on gagne 200, on peut faire gagner 150 pour que le client achète rapidement, que ça passe. Mais jamais on laisse nos cheveux comme ça. Parce que les mèches sont déjà chères. Si ça augmente encore là, on fait un appui. Autre mesure de l'annexe fiscale qui cristallise les attentions actuellement, la taxation du riz de luxe et de la viande importée. Ces deux produits sont soumis à une TVA de 9%, contrairement aux autres produits alimentaires de première nécessité qui sont exonérés de TVA. Les caractéristiques du riz de luxe à soumettre à cette TVA seront déterminées par arrêté interministériel. En attendant, les opérateurs du secteur accueillent cette mesure avec philosophie. La vie économique est faite ainsi. Il y a des moments de hausse, il y a des moments de baisse. Donc, quand on sait que tout est lié, il va sans dire que c'est normal qu'il y ait des augmentations parfois, il y a aussi des baisses parfois. La vie économique, elle est ainsi faite. Du riz, mais également du lait, il est question dans l'annexe fiscale 2021, précisément le lait pour bébé. Mais ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe, mais une précision sur un texte antérieur qui s'appliquait à ce produit. À la vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Nous avons pensé que, compte tenu de la nature du lait infantile, il fallait peut-être ramener ce type de lait-là à une taxation de TVA de 9%. Donc, nous nous sommes plus préoccupés par la préservation du pouvoir d'achat des populations. La loi de finances contient tout de même des mesures à caractère social comme l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances, l'exonération du droit sur le chiffre d'affaires de la contribution des patentes des dépôts de vente de produits pharmaceutiques situés en zone rurale. Au total, c'est une trentaine de mesures nouvelles qui régira la vie économique. Les chefs d'entreprise, eux, se disent préoccupés par les réductions des exonérations fiscales qui sonnent comme un accroissement de la pression fiscale. Effectivement, c'est un secteur d'activité qui vont subir de nouvelles taxes. Je pense qu'il est absolument important
de s'assurer que ces nouvelles taxes-là ne vont pas impacter, je dirais, ces industries-là. Ce que nous disons au niveau du secteur privé, c'est que les entreprises au niveau du secteur formel, aujourd'hui, ont atteint un niveau de pression fiscale qui est assez élevé. Il faut donc élargir l'assiette fiscale en essayant, je dirais, de demander beaucoup plus de contributions au niveau, je dirais, du secteur informel. Si elles sont applicables depuis le 8 janvier, certaines de ces mesures sont encore au centre des négociations entre l'État et le secteur privé. C'est notamment le cas de celles relatives au riz de luxe, à la viande importée ou encore au lait infantile. À présent, vous savez tout sur l'annexe fiscale, un document signé Jean-Louis Gbangbo et Marie-Laure Mayessé du service économie et de la rédaction. Venons-en maintenant à cette rencontre Kofi-Nguessan-Lataille, population de Kwasi-Kwasi-Kro. Le ministre a souhaité expliquer à ces populations la politique de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le témoignage de Jeanne Atoubé. Dans la cour de la mairie de Kwasi-Kwasi-Kro, c'est une atmosphère de retrouvailles familiales. L'enfant de la région, le fils, le frère, présente à la manière de celui qui revient vers les siens ce qu'il a obtenu de son voyage et indique la voie de salut de tout le village. On a intérêt à être soudés quand on sait qu'on est sur le bon chemin. Restons unis parce qu'on est sur une bonne pente et il ne nous appartient pas de reculer. Population, cadres, élus et chefferies traditionnelles sont reconnaissants des bénéfices obtenus de la politique de bien-être des populations, politique déclinée dans tous les domaines du développement et inscrite dans la vision du président de la République. Kwasi-Kwasi-Kro porte fièrement les signes de son essor et ces populations relèvent à l'envi et avec beaucoup de satisfaction les nombreux acquis grâce auxquels le département sort progressivement de sa léthargie. Au niveau sanitaire, il n'y avait pas de centre de santé dans certains villages. Le conseil régional nous a permis d'équiper, de réhabiliter tous ces centres de santé. De 5 centres de santé, en moins d'un an, nous sommes actuellement à 8 centres de santé. Nous disons merci au président du conseil régional du Nizi et merci au président de la République de développer l'école. Mon rêve est de voir tous les élèves de ce département aller à l'école et réussir par les infrastructures. Dernier bénéfice en date de la localité du département de Kwasi-Kwasi-Kro, des tables bancs et des kits scolaires obtenus dans le cadre du Pays2R, programme à impact rapide des régions. Un appui de poids ordonné par le président de la République pour aider les régions, vu que leurs moyens sont insuffisants pour faire face à leurs nombreux besoins et préoccupations. Les populations s'en félicitent. Les autorités traditionnelles aussi. Presque la quasi-totalité des villages sont en voie d'électrification. Il y a des châteaux d'eau qui sont en construction. Le développement est en marche. Je demanderai à tous les cadres de s'unir pour le développement de Kwasi-Kwasi-Kro. Les projets sont débattus comme si c'était des projets personnels de chacun de nous. Que ce soit au niveau de la voirie, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau potable, des équipements sanitaires et scolaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. La totale satisfaction des populations de Kwasi-Kwasi-Kro est le bitumage de l'axe qui relie cette ville à Bukanda, une route dont les travaux vont débuter cette année même. Les populations ont encore souvenance de l'annonce faite par le président de la République lors de sa visite d'État dans la région du Zi en septembre 2019. Cette route est entrevue comme la marque d'un nouvel élan pour Kwasi-Kwasi-Kro. Pendant ce temps, du côté du Gontougo, le conseil régional tenait sa première session ordinaire de l'exercice 2021, session au cours de laquelle il est ressorti que l'exercice 2021 va enregistrer la réalisation de plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques et routières. C'était en présence de notre correspondant Herman Niamie. C'est en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani, des membres du corps préfectoral, des conseillers régionaux, de la chefferie et des populations, que s'est ouverte la première session ordinaire de l'année 2021 du conseil régional du Gontougo. Cette session a été l'occasion pour le président de l'institution, à travers une projection, de faire le bilan mi-parcours des réalisations et des actions qui ont été faites dans la région au cours du deuxième mandat. Entre autres, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'électrification, de l'hydraulique, des infrastructures routières, de la sécurité et de la protection civile.
Les problèmes de salle de classe, de table banc, mais d'électricité, d'eau, tout ça, c'est l'affaire du conseil régional. Le bilan qui a été fait. Nous continuerons sur cette lancée, en tout cas avec le concours de mes pairs, pour faire mieux que ce que nous avons déjà fait. La réalisation de ces différents projets présentés n'a pas laissé indifférent le président élu de l'institution de développement régional, le ministre Kombina Kwasi Adjumani, qui s'est réjoui du bon travail effectué par l'équipe qu'il a mise en place. Il a assuré aux populations que de bonnes nouvelles s'annoncent pour la région. La route de Bondoukou jusqu'à la frontière du Ghana, en passant par Soko, avec la possibilité d'avoir 2 fois 2 voies à Soko, cette route-là va être réalisée puisque la signature a été faite. Cette session a été aussi l'occasion pour le président du Conseil, Ignace Kossonou, de présenter le budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 764 951 000 francs CFA, dont 882 689 000 francs CFA en fonctionnement et 2 882 262 000 francs CFA en investissement. Ce budget permettra de poursuivre les actions de développement déjà entamées. L'un des points de l'ordre du jour était le renouvellement du bureau du Conseil avec l'entrée de Hossein Dongossi, actuel directeur général du CROU A2, qui devient le 5e vice-président du Conseil régional en remplacement de Tano Kwasi Thompson, précédemment 2e vice-président. La cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble, voilà ce à quoi l'on aspire. Du côté de Bouaké, par exemple, dans la région de Bouaké, les ONG Aide et Action et École pour tous apportent leur contribution à la consolidation de la cohésion sociale. Elles ont choisi les femmes pour une société en paix, une société stable, et cela à travers la pratique du sport. Les précisions de Soro Corona, RTI Bouaké. Le sport, facteur de rassemblement et de cohésion, choisi par l'ONG Aide et Action pour la promotion du vivre ensemble à Bouaké. Les femmes, membres des associations et groupements, vont conduire le projet. Projet pour faire la promotion du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique à Bouaké à travers la pratique du sport. De par la pratique du sport, vont se rencontrer, vont aussi émettre des messages de cohésion sociale entre elles pour amener à une certaine cohésion, une certaine familiarité, une certaine harmonie entre ces femmes-là qui ensemble ont pour dénominateur commun Bouaké. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, Conféges. Partenaire de mise en œuvre du dit projet, l'ONG École pour tous. Le sport, c'est la seule activité où on ne dit pas à quelqu'un qui tu es avant de pouvoir jouer avec toi. Il suffit qu'il y ait quelques talents et puis la passion. Et ça, cette passion-là, généralement, quand elle est bien menée, là, les gens se respectent sur le terrain, les gens se côtoient, ils se parlent, ils rient ensemble. Les femmes ont dit leur joie d'être le fer de lance de la promotion de la cohésion sociale et de la paix à Bouaké. Le sport, quel que soit le niveau du sport, nous les femmes, nous permettent de faire ce métissage sans regarder nos bords politiques, nos bords ethniques. Les bénéficiaires du projet seront aussi formés en entrepreneuriat, en rédaction des plans d'affaires et en élaboration des plaidoyers. Le projet de renforcement de la cohésion sociale des femmes par la pratique du sport va durer 6 mois. Le sport et le football particulièrement est aussi facteur de cohésion. La 6e édition du CHAN bat son plein au Cameroun. Championnat d'Afrique des Nations de football est organisé par la Confédération africaine de foot, rassemblant des sélections composées de joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. Nous sommes donc à la 5e journée. Le Cameroun et le Mali s'affronteront tout à l'heure à 16h. Le Burkina Faso et le Zimbabwe, eux, s'affronteront sur le coup de 19h. Tous les matchs sont retransmis en direct sur RTI2, la 2e chaîne du groupe RTI. Hier, lors de la 4e journée du CHAN, justement, les équipes qui se sont affrontées sont la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Ces images, vous les aurez ce soir dans le journal de 20h. La Côte d'Ivoire n'est pas présente à cette compétition, c'est vrai, faute d'avoir été qualifiée pour, mais les éléphantos ivoiriens, eux, ont
ont le vent en poupe. Ils ont été vainqueurs du tournoi de l'UFOAB en battant le Nigeria 3-2 en finale lundi soir au Togo. Nos héros viennent de regagner Abidjan. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Sports lui-même. Le compte-rendu de nos reporters de RTI Sport à suivre prochainement. Bravo à nos éléphantos. Merci de nous offrir du bonheur. Comme nous, à la RTI, nous faisons l'effort de vous en donner aussi. Merci de votre grande fidélité et à demain, 13h.